Bonjour à tous, pardonnez-moi, je pense que dans une demi-heure je ne pourrai plus parler. Alors d'habitude je n'interviens pas sur la ligne A, je ne viens jamais aux rendez-vous qui sont sur la ligne A. Et vous savez pourquoi? C'est juste pour m'économiser tout ce qu'on vient d'entendre. Et je veux partager avec vous la torture, enfin la difficulté dans ma vie sociale. Hein. C'est un peu ma vie que je vous raconte, mais c'est devenu difficile d'aller à des dîners. On me parle toujours des problèmes de transport à Paris. Ça fait 2 ans que je travaille à la RATP, ma vie sociale est une ruine. Et ça explique quoi? Ça dit pas juste que mes amis sont des rats pas sympas, ça dit juste que les transports sont effectivement un enjeu extrêmement lourd. Un précédent intervenant parlait du droit à la mobilité. Ouais, c'est un droit à la mobilité. Alors on va parler de la mobilité urbaine parce que c'est plus ce qui nous occupe, parce qu'on travaille sur Paris, parce que la RATP est évidemment un acteur de la mobilité urbaine, mais c'est pas que c'est pas que la mobilité urbaine, c'est la mobilité en général. Et on parle bien d'une espèce de fracture de la mobilité entre Paris et la grande banlieue, je vais y revenir, mais aussi entre les métropoles et je suis désolée, ça va être horrible de m'écouter. Et les villes de province. Alors évidemment, il y a plein de gens qui réfléchissent là-dessus. Vous en avez parlé, Hervé, tout à l'heure. La quasi-totalité des acteurs politiques et de la société s'intéressent à la question des transports. Parce que c'est un enjeu de liberté, c'est un enjeu économique extrêmement lourd et qu'on est dans une problématique qui est fondamentale pour les individus. Et aussi, alors on a une organisation de l'habitat qui est défavorable au transport en commun classique. Et cette défaveur, si je puis dire, ne fait que s'accroître et s'aggraver. À quoi c'est lié? C'est lié au fait que les transports en commun, je suis désolée, les transports en commun ont été conçus, le métro a été conçu dans Paris Intramuros, alors que finalement Paris Intramuros ne concentre plus qu'une minorité des transports et des déplacements de la région. Les 3 quarts des flux sont des déplacements de banlieue à banlieue. Et finalement, aujourd'hui, 44% des déplacements, ils se font en grande banlieue. Et on est dans une espèce de paradoxe, c'est qu'au fur et à mesure où on développe les transports en commun vers la grande banlieue, on y développe l'habitat, donc on y développe le besoin de transport qui est non satisfait. Donc on est dans une espèce de spirale qui génère de l'insatisfaction et qui d'ailleurs nous questionne sur le type de développement qu'on veut. On l'entend au cours du débat sur le Grand Paris. Est-ce que la création de cette grande rocade loin de Paris ne va pas favoriser l'étalement urbain et partant la pollution, la destruction de terres cultivables qui sont parmi les plus riches d'Europe? On entend ces voix-là aussi qui s'élèvent. Donc finalement, c'est une espèce de course sans fin. Plus on met des transports lointains, plus on dédensifie l'habitat. Et plus on dédensifie l'habitat, plus c'est compliqué d'offrir un service de transport. Donc vraiment, on est dans une espèce de situation qui est finalement assez complexe. À côté de ça, on a un développement des modes qu'on appelle doux et alternatifs. Alors on parle beaucoup du vélo, mais pas seulement. On a tout ce qui se développe autour d'une utilisation plus intelligente et plus intensive de l'automobile, ce qui est un enjeu particulièrement important dans la grande banlieue, où on sait bien que si à Paris, finalement, les possesseurs d'automobiles sont minoritaires, c'est quand même la quasi-totalité des habitants de la grande banlieue qui ont souvent même deux véhicules à la maison. Et le mode doux dont on parle beaucoup en ce moment et auquel moi personnellement j'accorde beaucoup d'intérêt, c'est la marche à pied. On est en train de travailler à la RATP, on est en train de se rendre compte, il se pourrait, alors c'est encore des hypothèses qui méritent d'être approfondies, mais il se pourrait que 10% des déplacements en transport en commun soient plus rapides à pied. Surtout dans la zone centrale, Paris et petite couronne, parce qu'il y a une grande densité. Donc c'est quand même... Alors on ne fait pas chasse-neige. Mais il y a, je pense, un enjeu important là. Un autre élément qu'il est important d'avoir en tête, c'est la complexification des déplacements. Et c'est ce qui est vraiment au cœur de la réflexion qu'on doit avoir sur le développement des transports en commun. Qu'est-ce que c'est un déplacement complexe? C'est un transport en fait qui enchaîne plusieurs modes.
Et c'est d'autant plus vrai que la population vit plutôt en grande banlieue, encore une fois, et que du coup l'accessibilité extrêmement aisée au transport en commun n'est plus la règle. Autant c'est la règle à Paris, hein, il y a des stations de métro tous les 300 mètres, donc c'est difficile d'être loin d'une station de métro. Autant plus on s'éloigne, donc on enchaîne comme ça un certain nombre de modes, et finalement on passe là à 3, voire 4 modes successivement utilisés pour effectuer un déplacement. Donc on a affaire effectivement à des déplacements qui sont plus complexes. Et le gros enjeu, c'est d'organiser cette multimodalité. Hein, de faire en sorte qu'on puisse passer aisément, sans heurts, sans se perdre dans les couloirs, d'un mode de déplacement à un autre. Et puis on a aussi un étalement des heures de pointe. C'était assez facile, hein, jusqu'il y a peu, jusqu'à une quinzaine d'années, c'était assez facile. Les heures de pointe, c'est une heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir. Aujourd'hui, ça s'est considérablement étalé. Et du coup, ça pèse dans l'organisation du transport en commun. Le réseau historique est saturé. Quiconque prend la ligne A du RER le sait. C'est une des lignes les plus chargées du monde. Hein. Authentiquement, c'est vraiment une des lignes les plus chargées du monde. C'est une ligne. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est une ligne qui réalise chaque seconde des exploits techniques inégalés ailleurs dans le monde, y compris au Japon, parce que les RER se suivent, qu'on ne peut pas les mettre plus près. Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de place dans les tunnels, quoi. On peut pas en mettre qu'un seul par station à la fois. Et pour autant, on est dans une situation de sursaturation qui est liée au fait que l'utilisation de transports en commun a augmenté infiniment plus vite que la ressource financière, que les collectivités, que la puissance publique ont mis à disposition pour construire et pour rénover les transports publics. Ça coûte très cher, les transports publics, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est un choix politique qui nécessite des choix économiques assez drastiques. Il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour rénover et développer. C'est aussi un des sujets du Grand Paris, hein, où on va trouver l'argent pour le construire. Et puis, vous parliez, madame, tout à l'heure de votre mère âgée. Les problèmes d'accessibilité sont de plus en plus prégnants. Et pas seulement parce que la sensibilité à la situation des personnes handicapées est accrue, mais aussi parce qu'on est tous, un jour ou l'autre, une personne à mobilité réduite. Quand je suis à d'enfer avec une grosse valise pour aller prendre le RER, pour aller à Roissy, je suis une personne à mobilité réduite. Quand j'ai un tout petit enfant que je traîne par la main, je suis une personne à mobilité réduite. Donc on est tous un jour ou l'autre à mobilité réduite et ces problématiques sont de plus en plus importantes, surtout quand on se met à penser le transport comme autre chose qu'un déplacement d'un point A à un point B, mais comme un élément d'une chaîne de service. Et c'est vraiment comme ça qu'on se met à réfléchir à la RATP et ailleurs. Hein. Nos collègues de la SNCF ont la même réflexion. Tout d'un coup, on est dans une perspective qui est radicalement différente, qui est plus seulement utilitariste. Je mets des gens dans des wagons et je les déplace, mais qui devient une approche de service. Et ça, c'est évidemment lié à des besoins et des attentes qui sont différents et qui sont dominés par un espèce de double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est un paradoxe que j'appellerais générationnel, avec la montée en puissance de deux populations dont les attentes sont radicalement différentes. D'abord les seniors, qui eux montent en nombre. Qui sont de plus en plus nombreux. Apparemment, on a 3 chances sur 4 de vivre jusqu'à 80 ans en relativement bonne santé. Mais relativement bonne santé ne signifie pas qu'on puisse remonter du fin fond de la station Abbesse à pied. Donc ça pose des questions dans un réseau qui n'a pas été pensé pour ça. Qui n'a pas du tout été conçu pour qu'il y ait des escaliers mécaniques et des ascenseurs capables de drainer des flux aussi importants. Et puis paradoxalement, alors on a beaucoup dit, je voudrais juste dire un autre mot sur les populations plus âgées. Leur mobilité ne diminue pas. Ce qui diminue, c'est leur utilisation des transports en commun avec une première chute au moment de la retraite, parce c'est des déplacements qu'on n'est plus contraints et puis il n'y a plus la subvention de l'employeur. Et puis ensuite, la deuxième chute, elle est liée à des difficultés physiques de déplacement et donc l'accessibilité devient un frein. Ceci dit, il y a une demande et il y a un besoin. Donc il faut qu'on trouve un moyen aussi d'y répondre. Et puis en face, on a une émergence d'une nouvelle génération qui n'est pas massive en nombre, vu les creux générationnels, mais qui est, c'est ce qu'on appelle les digital natives, qui dominent, enfin, qui culturellement sont en train d'influencer la totalité de la société, y compris leur grand-mère.
et qui façonnent d'une certaine façon d'autres types de besoins, qui sont des besoins d'accessibilité aussi, qui ne sont pas physiques, mais qui sont des besoins d'accessibilité. Je veux rester connecté, je veux que mon téléphone... Enfin, c'est un exploit de faire passer le téléphone dans le métro. Et pourtant, ça paraît naturel à tout le monde. Et tout le monde se demande pourquoi il n'y a pas le Wi-Fi partout. Et quand on commence à réfléchir au Wi-Fi, parce que c'est une question qu'on se pose, la question qui nous vient, ouais, mais il faut que ce soit partout, dans les tunnels aussi. Voilà, la demande de la joignabilité, de l'accessibilité de tout le temps est extrêmement forte et domine notre réflexion et doit influencer l'élaboration des services qu'on veut proposer. Et puis le deuxième paradoxe, il est lié à la perception du temps. La vie quotidienne, surtout celle des urbains, elle est sous pression, le temps est rare, le temps ne doit absolument pas être perdu, on court tout le temps et en même temps, en face de ça, on a une demande de sens et de bien-être, une recherche de plus de protection. Et quand on parle de transport en commun, on se retrouve dans ce paradoxe terrible où je veux être traité comme une personne unique dans la foule et dans la masse. On parle même... Et ce paradoxe est complètement présent dans les réflexions. Ce que vous avez là, c'est une image qui est issue des projets Osmose, qui sont une espèce de réflexion, c'est un peu comme le concept car des fabricants d'automobiles, c'est une espèce de concept station de métro. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc on cherche de la zénitude, là où en fait, la vraie problématique pratique et concrète, c'est la gestion d'un flux très important de gens très pressés. Donc là encore, on a un énorme paradoxe à gérer qui nous impose d'inventer un nouveau système. Alors dans ce contexte-là, les transporteurs, eux, doivent offrir des alternatives. À la fois, il faut que le transport devienne fiable et pertinent. Il faut qu'on ait une large palette de modes adaptés aux différents besoins et que tout ça soit intégré, qu'on passe de façon fluide de l'un à l'autre, je vous en parlais tout à l'heure. Il faut que je puisse arriver avec ma voiture, ce qui se fait encore très très peu. Hein. L'idée, c'est que j'arrive avec ma voiture à la gare de RER, j'ai une place de parking sans difficulté, je la paye avec le même pass que celui avec lequel je vais prendre le RER, puis le métro, puis un vélo, puis je vais marcher à pied selon des itinéraires bien balisés. Donc on est... Les transports publics doivent se penser maintenant au sein d'une chaîne de déplacement qui intègre l'intégralité des modes possibles. Et je le redis parce que vraiment j'y crois beaucoup, la marche à pied en fait partie. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que les recherches d'itinéraires, la marche à pied n'est pas tellement envisagée dans ces schémas-là. Je pense que c'est un enjeu important du Grand Paris, qui se veut... pardon, j'ai sauté une page, mais ce que vous voyez là, c'est là encore la facilité des services. Et on met beaucoup l'accent sur l'information voyageur, tout ce qui peut faciliter et rendre plus efficace le déplacement, qui est sans doute une des demandes majeures de nos clients, c'est comment on se déplace facilement. Et donc on a développé un certain nombre d'outils qui permettent de faciliter le déplacement. Et puis un élément de notre concept de service, qui est celui de la fluidification et de la facilitation du quotidien. Ce qui est génétique à la RATP, déplacer les gens d'un point A à un point B, c'est faciliter la vie en ville. Et par extension, on passe du côté des services qu'on pourrait y rendre. Et on passe également dans finalement, qu'est-ce qu'on trouve à la RATP toute la politique d'implantation des commerces réfléchit selon les services les plus utiles. Alors si vous êtes perdu un peu dans la défense, il y a le premier laboratoire pharmaceutique installé dans une station de transport en commun. C'est un énorme succès. On voit bien que ça répond à un besoin. L'intégration de la vie dans le transport, et comment c'est plus un temps vide, un temps mort et un temps... C'est plus possible d'avoir des temps... c'est plus possible d'avoir des temps où il ne se passe rien.
C'est devenu inacceptable. Et parallèlement, finalement, ça participe de la recherche de sérénité. Je m'enquiquine moins si finalement j'arrive du RER, je vais faire ma prise de sang. Il y a un resto qui s'est installé à côté, qui fait un chiffre d'affaires terrible sur les petits déjeuners. Donc on voit bien une espèce d'écosystème qui se crée. Gare de Lyon va s'ouvrir le premier salon de coiffure en 10 minutes sur cheveux secs. La coupe sur cheveux secs. Moi, j'essaye pas. Je suis un peu hystérique sur mon carré. Donc. Mais tout ça nous dit quoi? On est loin des petits commerces, des petits bricolages qu'on pouvait voir dans le passé. On intègre la vie et la ville à l'intérieur des transports. Les grandes stations ressemblent à des centres commerciaux aujourd'hui. Sur les quais de la gare de Lyon, il y a un café. Et les gens qui boivent un café en attendant le RER. Réciproquement, on va finir par faire ringard des grands centres commerciaux qui ne sont plus des grosses interfaces et des grosses plateformes de transport. En tout cas, le déplacement et la facilité d'accès aux centres commerciaux est devenu un enjeu très important auquel une boîte comme Carrefour réfléchit beaucoup, par exemple, dans ça. Qu'est-ce que dit Carrefour quand il met l'accent sur le développement de plus petits supermarchés en centre-ville, et quand on voit que les immenses Carrefours qui faisaient la une des journaux dans les années 80, le Carrefour Labège, c'est des Carrefours. On en entendait parler, c'était le plus grand de France, d'Europe. On avait une course au gigantisme. Aujourd'hui, c'est un concept où on ramène plus petit et surtout on ramène près des gens. On diminue le temps de transport pour s'y rendre. On intègre mieux l'ensemble des services possibles à l'intérieur d'un périmètre assez restreint, un périmètre géographique qui a tendance à se restreindre. Ce que je trouve assez intéressant d'un point de vue sociologique, on essaye de ramener dans une bulle qui est plus proche et plus petite que ça a pu l'être dans le passé. Ça nous donne des éléments aussi sur comment on doit penser l'extension des transports dans le Grand Paris. Qu'est-ce que c'est que la gare dans le Grand Paris? Je me demande si je n'ai pas sauté une page. Comment je reviens en arrière? Ah voilà, je savais bien que j'avais sauté une. Pardonnez-moi. Donc je vous parlais du Grand Paris et de l'importance de l'intermodalité et justement de l'intégration de la gare à l'intérieur d'une bulle de vie. Et c'est pardonnez-moi. C'est l'articulation en fait du Grand Paris avec ce qui existe déjà. Et comment on doit à la fois projeter le transport plus loin, là où les gens sont partis habiter, et comment on doit en même temps le connecter avec ce qui existe déjà, avec les terminus des stations de métro qui elles-mêmes ont vocation à s'éloigner du centre de Paris. Le métro qui s'arrête au périphérique, c'est d'ores et déjà terminé. Et c'est une tendance qui va se continuer avec des métros qui vont pénétrer beaucoup plus avant dans les banlieues. Donc comment on les connecte et comment non seulement on connecte le transport, mais on connecte la gare à son environnement. Et c'est cette réflexion qui est au cœur de deux démarches qu'on a à la RATP. D'abord, un projet qui s'appelle le projet Exquisite, qui a pour vocation, en co-construction avec un certain nombre de partenaires du service, d'explorer un peu l'univers des possibles. Là encore, on cherche à développer une sorte de concept car qui essaye d'imaginer différents concepts de services qui prennent en compte cette nouvelle dimension du transport comme étant un véritable lieu de vie. Donc, quels services on développe pour le transport, mais aussi à côté du transport, et quels services de la vie en ville on développe. On a une expérimentation extrêmement prometteuse de retrait de recommandés dans les stations de métro. Après tout, il y a des horaires d'ouverture énormes. Les gens passent par là. C'est assez pratique pour eux, ça a beaucoup de succès. Et il y a N possibilités, la RATP comme un tiers de confiance. On s'est rendu compte, c'est assez drôle, je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais on se rend compte que beaucoup de transactions qui se font par eBay se concrétisent physiquement dans le métro. Donc on imagine bien que le métro et les transports ont un rôle de connexion interpersonnelle comme ils ont un rôle de connexion géographique.
et que finalement, étendre le concept, c'est assez naturel et assez facilement accepté par les voyageurs. Je connecte des lieux, je connecte des gens. C'est un glissement qui est assez facile à faire. D'autant plus qu'il y a le maillage géographique, il y a le personnel. Les concepts sont à finaliser, mais on réfléchit beaucoup autour de ça. Et puis la station Osmose, Osmose, c'est une démarche qui a visé à développer des idées de stations liées au Grand Paris, avec comme objectif de bien les connecter à la ville et de prendre en compte les territoires dans lesquels elles sont implantées, en se disant bien qu'il n'existe pas une station standard qui ferait pour tout, mais qu'il existe des besoins différents selon les endroits. Et qu'autour de la station et de la gare, une forme de vie différente, une forme de vie pourrait s'installer et à nouveau construire une forme d'écosystème avec, pourquoi pas, des bureaux relais, des services de toute nature. C'est une réflexion qui n'est pas propre à la RATP d'ailleurs, hein, que la SNCF mène avec son projet dans sa filiale Gare et Connexion. On a plein de gens, on a des espaces, c'est encore plus vrai à la SNCF qu'à la RATP parce qu'ils ont des grands volumes. Il y a des flux. D'ailleurs, ces flux représentent une richesse économique que la RATP exploite par ailleurs à travers la publicité par exemple. Et tous ces gens sont en situation de besoin. Et on doit répondre à leurs attentes, d'autant plus que tout ça est susceptible de générer des ressources qui peuvent être réinjectées dans les systèmes des transports. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité de co-construire avec des partenaires. On ne peut pas attendre d'une entreprise comme la RATP que ce soit elle qui finance, ni même des pouvoirs publics d'ailleurs qui sont... je pense qu'on peut le dire, il n'y a plus d'argent. L'argent public est quasi inexistant. Donc, il nous est impossible de développer des projets de services sans le faire dans des situations de partenariat avec des entreprises qui, elles, commercialisent des services. Et c'est tout le sens de ce qu'on fait avec les commerces, par exemple. Et je voudrais terminer pour dire que le paysage, évidemment, quand je vous ai dit ça, je vous montre que le paysage change. Notre rôle commence à se penser un peu différemment et que du coup, notre environnement concurrentiel, il apparaît différemment. Finalement, le covoiturage, c'est possiblement une concurrence au transport public ou un complément au transport en commun. Mais en tout cas, les modalités de transport changent. Et puis, on voit bien que IBM se projette tout à fait comme un gestionnaire de la vie en ville, avec, alors on a toutes sortes de systèmes, sans doute plein d'intelligence embarquée, qui communiquant entre eux changent complètement la vision de la ville et du coup font intervenir des acteurs nouveaux sur des terrains où IBM pourrait intervenir. Franchement, IBM pourrait s'occuper, au-delà d'éléments très techniques comme la régulation des trains, ils peuvent aussi s'occuper de tout ce qui est organisation de déplacement. Après tout, moi je veux me déplacer, les transports en commun le covoiturage ou le vélo et la marche à pied. Quand on pense le besoin des gens comme un besoin de déplacement, tout d'un coup on voit bien que le champ concurrentiel s'ouvre de façon considérable. Voilà. Non, sans doute pas, mais c'est l'image que j'ai, donc je parle d'eux, parce que c'est leur image que j'ai. Et je vous laisse sur... Et qu'ils le font, ils l'annoncent. Comme c'est IBM par ailleurs qui a vraiment lancé ce concours spécifiquement autour de ce qu'on appelle Service Science, Management Engineering, qui envahit un petit peu la réflexion autour du management des services pour la rendre plus scientifique. Clairement, il y a des tas d'acteurs qui vont beaucoup plus loin qu'IBM et autres, mais IBM, ayant lancé un peu le concept, évidemment, on profite de cet effet de halo. Je vous remercie.